Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité de ce jeudi 3 février. L'ancien entraîneur national et joueur de l'équipe de football du FLN, Hamid Zouba n'est plus. Le regretté est décédé hier à l'âge de 87 ans. Dans cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, adresse un message de condoléances à la famille du défunt et à la famille sportive. La courbe des contaminations à la Covid-19 accuse une légère baisse avec un chiffre ce soir en deçà de 1000 cas testés positifs. En parallèle de cette situation et suite à une décision du ministère de la Santé, les officines pharmaceutiques sont autorisées à pratiquer des tests antigéniques produits localement et nous parlerons également de la rareté sur le marché de certains médicaments nécessaires au traitement de la Covid-19. L'actualité également, journée mondiale de lutte anti-cancer. L'Algérie enregistre plus de 50 000 cas de cancer, tout type confondu. Et l'État ne ménage aucun effort pour la prise en charge des cancéreux. Et l'exemple ce soir de 2 CAC, centre anti-cancer à Oran. Retour dans ce journal sur la journée mondiale des zones humides célébrée hier et entre autres importantes et célèbres zones humides dans le pays, le parc national d'Al-Qala dans la wilaya d'Ataraf, classé par l'UNESCO, réserve de biosphère depuis 1990. Nous évoquerons l'impact écologique de cette zone dans ce journal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à vous tous. L'ancien joueur de l'équipe nationale de football du FLN et ancien entraîneur national Abdelhamid Zouba est décédé hier mercredi à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. En cette douloureuse circonstance, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il a écrit « Le destin a voulu que soit rappelé à Allah Tout-Puissant, l'un des sportifs nationaux, le regretté Abdelhamid Zouba, que Dieu ait son âme. » Avec sa disparition, l'Algérie et la scène sportive perdent l'un des champions sportifs qui ont brillé dans plusieurs clubs sportifs à l'étranger et qui ont hissé haut le drapeau national sous la bannière du Front de Libération Nationale et fait retentir fort la voix de la justesse de la cause nationale. Le chef de l'État a ajouté, le regretté a poursuivi son parcours en étant à la tête des clubs sportifs algériens et en entraînant la sélection nationale à des périodes successives. En cette douloureuse épreuve, je tiens à vous adresser ainsi qu'à l'ensemble de la famille sportive mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a-t-il conclu. Au nom du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le conseiller du président chargé des affaires extérieures, Abdelhamid Allahoum s'est rendu au domicile du défunt Moudjahid Abdelhamid Zouba afin de présenter ses condoléances à la famille du regretté. Il était l'une des icônes du sport algérien. Le regretté Abdelhamid Zouba a été inhumé aujourd'hui dans l'après-midi après la prière d'Ador au cimetière de Berkhadem en présence du ministre des Moudjahidines et du ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que des membres de sa famille et de ses proches et de ses amis. Le ministre des Moudjahidines, Laïd Derbiga, a rendu hommage à ce grand militant qui vivait pour ses principes et ses valeurs, notamment les valeurs sportives. Il aura quitté ce monde, a déclaré le ministre des Moudjahidines, laissant derrière lui un parcours glorieux et un legs inestimable pour les générations futures. Né le 2 avril 1935, Hamid Zouba était un brillant entraîneur et un footballeur hors pair. Il avait débuté sa carrière de footballeur au sein de l'ASE, le club de son quartier de naissance. En 1958, il a sacrifié sa carrière de footballeur professionnel pour rejoindre la glorieuse équipe de football du FLN. Après l'indépendance, il a joué dans plusieurs équipes avant de tourner la page de joueur professionnel pour embrasser la carrière d'entraîneur. Le regretté avait connu son heure de gloire, notamment en menant le Mouloudia club d'Alger vers un triplé historique en 1976. Retour sur la belle et riche carrière du regretté dans ce portrait signé Mokhtar Hamani. Quel périlleux exercice celui de résumer la riche carrière de l'une des légendes du football algérien au lendemain de sa disparition.
Hamid Zouba, membre de la glorieuse équipe du FLN, nous quitte, laissant derrière lui une grande et belle histoire à raconter en moins de 20 ans. Avec ses coéquipiers et frères d'armes, Hamid Zouba pouvait passer des heures à parler de ce qui est considéré comme la première formation nationale de football. Nous sommes, pour ainsi dire, les parents de l'équipe nationale de football d'Algérie. Parce que 62, 63, 64, c'est les joueurs de l'équipe du FLN qui ont constitué pour la majorité les équipes nationales de cette époque-là. Bon, après, nous sommes devenus entraîneurs. Donc nous avons continué de servir le football national. Ce devoir de servir justement le football et la cause nationale, Hamid Zouba l'avait dignement appliqué lorsqu'il était joueur professionnel en France au sein du club de Niort. Et au moment où il avait, sans hésiter, rejoint le 13 avril 1958 ses autres compagnons d'armes pour constituer l'équipe du FLN. Une idée de génie qui fera connaître au monde entier la cause nationale à travers le football. On est allé dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, où se situait l'Algérie. Alors on nous demandait est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des tramways, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce qu'il y avait des endroits où on croyait que l'Algérie c'était la jungle. L'amour pour l'Algérie, Hamid Zouba l'avait exprimé à travers ses prouesses techniques pour séduire et surtout obtenir le respect des grandes équipes. Celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. Un sourire qui reflète la fierté du devoir accompli et d'une aventure qui ne s'arrêtera pas après l'indépendance, puisqu'il continuera à servir le pays en tant qu'entraîneur national et le triplé historique Coupe Championnat et Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Mouloudia d'Alger resteront collés au riche palmarès de Ami Hamid. Et puis ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif aux conditions et modalités de dépôt de recours concernant le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation et de l'élection des membres du Conseil de la Nation représentant les nouvelles wilayas. Prévu samedi prochain, le communiqué précise que conformément à l'article 240 de l'ordonnance comportant la loi organique portant régime électoral, chaque candidat aura le droit de s'opposer au résultat du scrutin en déposant un recours au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle, suivant les conditions de forme et de contenu précisées par la loi. Et les articles 4 et 5 du Code de fonctionnement de la Cour constitutionnelle relatif au renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation élus, ainsi que l'élection des membres du Conseil représentant les nouvelles wilayas. Poursuite des travaux du Congrès des chefs de la défense des États de l'Afrique organisé à Rome par le commandement militaire américain en Afrique, AFRICOM. En marge des travaux du Congrès des chefs de la défense des États de l'Afrique 2022 qui réunit les chefs des états-majors des pays du continent africain et le commandement militaire américain en Afrique, AFRICOM, du 1er au 4 février 2022. Le général-major commandant des forces navales s'est entretenu avec le commandant du commandement militaire américain en Afrique, AFRICOM, le général Stephen J. Townsend, à qui il a transmis les salutations du général de corps d'armée Saïd Chingeriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et ses remerciements pour son invitation à prendre part aux travaux de cet important congrès. Durant cet entretien, les deux parties ont abordé plusieurs dossiers sécuritaires. Ils ont examiné les voies et les moyens permettant de consolider la coopération dans les divers domaines liés aux activités du commandement militaire américain en Afrique. Avant de passer en revue les développements de la situation au plan continental, notamment au Sahel. Par ailleurs, le général-major commandant des forces navales s'est également entretenu avec le général-major Kenneth P. Hickman, directeur de la stratégie, du partenariat et des programmes au sein de l'AFRICOM, durant lequel les deux parties ont évoqué les menaces liées au terrorisme, aux crimes transfrontaliers et les évolutions régionales prélevant dans la sous-région.
Santé et la situation de la propagation du Covid en Algérie, la tendance est toujours à la baisse. Le communiqué du ministère de la Santé fait état de 951 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 694 guérisons et 14 décès enregistrés ces dernières 24 heures. Malgré la baisse sensible des contaminations, la vigilance reste de mise. Les officines de tout le territoire national sont autorisées à la pratique de tests de dépistage suite à une décision du ministère de la Santé, des tests antigéniques produits localement et au prix de 1500 dinars. Hicham Boumeida, Samerah Jamar. Le dépistage précoce du coronavirus est devenu une nécessité. Et comme la nécessité est mère des idées, les tests et analyses se sont diversifiés. Et le dernier à avoir vu le jour est dédié aux sous-variants. Et il est produit localement. Facile à appliquer, efficace et moins cher, à telle enseigne que les pharmaciens ont demandé à pouvoir le pratiquer afin de contribuer à la lutte contre la prolifération de ce virus. Il y a eu une décision émise par le ministère de la Santé qui autorise les pharmaciens à effectuer ces tests antigéniques. Le citoyen pourra faire le test dans toutes les officines du pays. D'ailleurs, ça a déjà commencé. La vaccination contre le Covid-19 se fait au niveau des pharmacies, et ce grâce à la qualification octroyée par le ministère de la Santé. Le ministère nous a attribué des qualifications à ceux qui ont reçu la formation, et aujourd'hui, le ministère nous a donné l'autorisation de pratiquer ces tests. Les citoyens sont satisfaits tout d'abord parce que le dépistage n'est pas cher, accessible à tous. On peut le faire à toute heure et ce n'est pas douloureux. Maintenant qu'il est possible de se faire dépister en pharmacie, les citoyens peuvent venir et nous demander le test antigénique. Et nous, à notre niveau, nous ferons les prélèvements. Ils peuvent attendre le résultat sur place ou encore emporter le test et le faire chez eux. En visitant quelques pharmacies, nous avons rencontré certains d'entre eux venus effectuer le dépistage. Le résultat, positif ou négatif, apparaît au bout de 10 minutes. J'ai pris ma décision. Donc, quand on a déjà l'antigénique, on chauffe. Est-ce que j'ai attrapé le wasma ou là c'était une grippe? Justement, les pharmacies font le test. راهم سهلوا علينا الأمور وأنا راني نسكن غير à côté. Donc, جيت كملت وجيت ندير mon test وندخل et puis le résultat, ils vont nous le donner sur place. كانت صعيبة par rapport للكو. Tu prends un rendez-vous, دير de la chaîne. C'est devenu plus facile. Beaucoup de citoyens n'ont pas les moyens de faire les tests à 8 000, 6 000 ou 4 000 dinars. Ce test à 1500 dinars reste accessible à beaucoup plus de personnes. Facilement, on peut le faire à la pharmacie ou à la maison. Associer les pharmaciens à travers le pays pour la vaccination des citoyens, comme pour le dépistage, contribue de façon significative contre la pandémie du Covid-19. Et en ces temps de pandémie, la rareté de certains médicaments se fait sentir, comme est le cas du Lovenox, un anticoagulant indispensable pour les malades covidés. Où en est la situation sur le terrain? Élément de réponse avec ce sujet de Camilla Mellel, Récif Labenour. Lovenox, ce fluidifiant sanguin essentiel dont le protocole du traitement de la Covid-19 se fait rare à chaque pic et durant toute vague de coronavirus. Un constat observé auprès des pharmaciens de la capitale. Il n'est pas disponible dans les officines, mais on se débrouille comme on peut pour avoir le Lovenox. C'est une situation qui me rend vraiment triste. Ce sont les distributeurs qui stockent ce médicament à leur niveau et cela impacte la disponibilité de ce médicament. Des équipes sont mobilisées sur le terrain pour veiller au bon fonctionnement de la distribution des médicaments. Objectif, mettre fin à la spéculation. Au premier lieu, nous leur adressons un avertissement. Par la suite, la sanction peut aller jusqu'à la fermeture provisoire et le retrait de l'agrément d'exploitation. C'est dans cette usine spécialisée dans la production des médicaments génériques que sont fabriqués les fluidifiants sanguins. Une unité de production qui répond aux besoins du marché national du médicament. Nous avons réquisitionné d'autres unités pour augmenter la production du Varenox.
En ce qui concerne la matière première et les articles de conditionnement, ils sont disponibles. Nous avons produit et distribué 21 millions de doses. Nous sommes même arrivés pendant le mois de janvier dernier à produire 3 millions de doses. La croissance de la consommation de ce médicament a engendré une perturbation. Grâce à la production nationale, nous avons pu atteindre 20 millions d'unités. En 2021, nous avons élaboré un programme pour l'importation de plus de 4 millions d'unités. Et pour cette année, tous les programmes d'importation ont été accomplis. Afin de faire face à la pénurie du Lopenox et d'autres médicaments, mettre de l'ordre dans le domaine pharmaceutique s'avère une urgence absolue, voire même vitale. On en parlait à l'instant, obtenir son résultat à un test de dépistage au Covid-19 est désormais possible en 15 petites minutes. À Sétif, les laboratoires, en plus de leur travail capital, en ces temps de pandémie, ont lancé des campagnes de dépistage au profit des citoyens. Il s'agit des tests rapides disponibles sur le marché et à la portée de toutes les bourses. Saïd Belounis, Adel Boukhams. Spécialisés dans la fabrication de médicaments, ces laboratoires à Sétif s'impliquent de fort belle manière dans la lutte anti-Covid, en mettant sur le marché des tests rapides de dépistage du coronavirus, dont les résultats sont obtenus en un quart d'heure. Ils sont près de 190 employés à travailler au niveau de cette unité diagnostique de nos laboratoires. En plus de la fabrication de bandelettes de tests de glycémie, cette unité est spécialisée également dans la fabrication de tests antigéniques et sérologiques de la Covid-19. Les tests antigéniques sérologiques de la Covid-19. Notre capacité de production quotidienne est de 20 000 tests antigéniques et sérologiques. Nous avons obtenu dernièrement l'homologation de My Precisio, qui sera à la portée des bourses modestes. Des produits sensibles soumis à des contrôles de qualité rigoureux afin de garantir aux consommateurs des tests répondant aux normes en vigueur dans ce domaine et qui devraient permettre à ces laboratoires d'aller à la conquête des marchés internationaux. L'Algérie enregistre chaque année plus de 50 000 nouveaux cas de cancer, tous types confondus. Parmi les cancers les plus répandus, le cancer colorectal, celui du poumon et de la prostate ou encore le cancer du sein. L'État déploie d'importants efforts en vue d'améliorer la prise en charge des personnes atteintes à travers l'ouverture de plusieurs centres anti-cancer. Mariam Damis nous fait découvrir 2 CAC à Oran, des centres anti-cancer, à l'exemple du centre de Emir Abdelkader. Le centre anti-cancer Emir Abdelkader est considéré comme une lueur d'espoir pour les malades et leurs familles qui viennent de plusieurs wilayas du pays à la recherche d'une prise en charge qualitative, notamment en ce qui concerne le traitement des tumeurs en radiothérapie assuré par un staff médical expérimenté. Tous les moyens sont disponibles et l'accueil est vraiment à la hauteur. 2018 non? Je me soigne ici depuis 2018 et tout se passe très bien. J'ai fait la radiothérapie, la chimio et je me sens bien. Dans ce service, nous disposons d'environ 42 lits et 2 hôpitaux de jour, chacun d'une capacité de 20 fauteuils. Notre capacité journalière est estimée entre 70 et 90 séances, sans compter les urgences qui fonctionnent 24 heures sur 24. Au centre hospitalier Dr Benzeldjeb, les travaux d'extension du service de radiothérapie ont pris fin. En attente d'équipement, sa mise en service est prévue dans les prochains mois. Il participera à réduire la surcharge au niveau des hôpitaux. Actuellement, les travaux sont à 90% en attendant la réception des accélérateurs lumière qui seront réceptionnés vers le mois de juin.
Tous ces projets ont pour objectif d'améliorer la qualité de service et des prestations proposées aux personnes atteintes de cancer, dont 50 000 cas sont enregistrés chaque année à travers le territoire national. Et on reste à Oran pour parler transport. Le projet de réhabilitation du téléphérique a été lancé. Un projet qui permettra, entre autres, d'alléger la circulation dans la région. Une opération de réhabilitation conséquente, nous dit Yasmine Saoudi. Après plus de 9 années d'arrêt, le téléphérique d'Oran sera remis sur câble. Des travaux de réhabilitation et de réparation ont été lancés. La principale station située en milieu urbain à Hay Nasr permettra de desservir Hay Sanaoubar, reliant les hauteurs du mont Morjadjou. C'est un projet très attendu qui servira au transport des habitants mais aussi des touristes. Cette opération de réhabilitation a coûté près de 1,4 milliard de centimes. Le taux d'avancement des travaux est de 60%. La vitesse du téléphérique est de 6 mètres par seconde. Nous pouvons effectuer le trajet de la première à la deuxième station en 7 minutes. Ce projet, qui sera intégré au réseau de transport urbain collectif, permettra de réduire la pression exercée sur l'axe routier de la ville, assurant aux passagers une desserte en toute sécurité, au grand bonheur des habitants. Nous sommes contents de la reprise de ce téléphérique, surtout avec les Jeux méditerranéens qui approchent à grands pas. Cette acquisition est un plus pour notre ville. S'étendant sur une longueur de 1900 mètres, ce téléphérique totalise 36 cabines de 8 places, permettant de transporter près de 1200 passagers par heure. Tous les efforts sont mobilisés pour livrer le projet avant le début de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue l'été prochain. Et dans le volet international, l'Algérie a exhorté la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à rendre compte fidèlement de la situation des droits de l'homme dans le continent, y compris au Sahara occidental, et demande au Conseil exécutif de prendre leurs responsabilités pour la concrétisation de la mission d'établissement des faits dans les territoires sahraouis occupés. Lors de son intervention durant l'examen par le Conseil exécutif du rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Ammar Bellani, l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, a indiqué que la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental est très préoccupante. Le président sahraoui Brahim Ghali a affirmé que la lutte légitime de son peuple se poursuivra en dépit des sacrifices, tout en rappelant que la seule solution à ce conflit reste la concrétisation de la charte des décisions onusiennes et de l'Union africaine, notamment celle relative à l'indépendance des pays et des peuples colonisés, ainsi que le respect des frontières héritées à l'indépendance. La Ligue arabe a salué aujourd'hui le rapport publié cette semaine par Amnesty International dans lequel l'ONG dénonce le système cruel d'apartheid pratiqué par les autorités de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien. Dans son rapport, l'organisation a appelé la Cour pénale internationale à considérer la qualification de crime d'apartheid israélien dans le cadre de son enquête actuelle dans les territoires palestiniens occupés. Amnesty assure que les saisies massives de biens palestiniens, les homicides illégaux, les transferts forcés, les restrictions draconiennes des déplacements sont autant de facteurs constitutifs d'un système qui peut être qualifié d'apartheid en vertu du droit international. Al-Quds occupé, des dizaines de colons israéliens ont effectué des incursions aujourd'hui dans la mosquée d'Al-Aqsa Al-Quds occupée. Sous la protection de la police de l'occupation sioniste, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Le Waqf islamique d'Al-Quds occupé a à plusieurs reprises qualifié de provocatrices les tournées des colons israéliens et leur série de violations contre Al-Aqsa devant le silence de la communauté internationale. Retour en Algérie, agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité et la nature. C'est le slogan choisi cette année pour commémorer la journée mondiale des zones humides. Les impacts écologiques de ces réservoirs sont attestés, comme c'est le cas du parc national d'Al-Qala dans la wilaya de Taraf, classé par l'UNESCO réserve de biosphère depuis 1990. Reportage
Samia Hadjamar. La richesse de sa biodiversité et l'abondance de ses ressources naturelles font du parc national d'El Kala un joyau du bassin méditerranéen, un paradis pour les oiseaux migrateurs et un gisement exceptionnel de 3 écosystèmes, marins, lacustres et forestiers. Nous avons à travers la wilaya d'El Taref une dizaine de sites inscrits à la convention Ramsar d'importance mondiale, représentant 20% de la moyenne nationale des zones humides. Nous avons les lacs Tonga et Obeira classés par l'UNESCO depuis 1982, premiers dans le classement des zones humides d'importance internationale de la convention Ramsar. Chaque année, nous recensons plus de 30 000 espèces d'oiseaux, notamment au lac Tonga, et plus de 20 000 au lac Obeira. Depuis le 11 avril 1983, le lac Tonga est reconnu parmi les plus importantes terres de nidification d'Afrique du Nord. Et malgré l'importance de ces zones humides, la surexploitation de ces ressources menace l'avenir de cette richesse naturelle. Il y a l'abattage illégal des arbres qui a pour conséquence les glissements de terrain et des éboulements vers les lacs. Et avec des matières solides comme le fer et les pierres, impactent les ressources naturelles. Lorsqu'il y a des habitations, il y a forcément un rejet des eaux usées dirigées vers les lacs, ce qui amène à une hausse de la concentration de la pollution. Les zones humides sont un réservoir biologique et un générateur de développement durable. Cependant, la pérennité de ces lieux ne peut se faire sans l'engagement éco-responsable citoyen. Et sport, Cannes 2021 de football ce soir à 20h. Le Cameroun, pays hôte, affrontera l'Égypte en demi-finale. Une rencontre incontournable du ballon rond africain, puisqu'il s'agit de 2 équipes qui ont remporté 12 des 32 précédentes compétitions. 7 pour les Égyptiens et 5 pour les Camerounais. Une belle affiche, un match très attendu, retransmis en direct sur la chaîne de la télévision publique El Oula de la télévision algérienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal Algérie. Ça sera à 12h30 avec l'édition anglophone. Et ce soir, votre soirée, c'est son show. Lilia Khaled reçoit Hicham Msbah. Bonne soirée sur Canal Algérie et à très vite.